Ici Maître Sylvain Lamarche et bienvenue à l'émission Justice citoyenne. Justice citoyenne est une mission qui vise la participation des citoyens et des représentants d'organismes communautaires voués à la défense et à la promotion des droits en matière de santé et de travail. Aujourd'hui, nous aborderons à l'émission les droits des travailleuses pour contrer la discrimination, l'intimidation et le harcèlement au travail. Le marché de l'emploi ne devrait plus être considéré fermé aux femmes et les milieux de travail devraient protéger contre la discrimination, l'intimidation et le harcèlement. Malheureusement, nous constatons qu'il y a toujours pour certaines travailleuses une même lutte, un même combat pour le respect de leurs droits, au motif qu'elles doivent répondre aux impératifs de production, de compétitivité, malgré les lois qui devraient assurer un milieu de travail sain. La Commission des droits et libertés de la personne ainsi que la Commission des normes du travail ont prévu des recours pour les travailleurs qui seraient victimes de discrimination, d'intimidation et de harcèlement au travail. Alors, pour nous parler des droits des travailleuses, du problème de la discrimination, de l'intimidation et du harcèlement au travail, nous avons ce matin Mme Samia Bellucci, représentante du groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail. Bonjour. Bonjour. Alors, le groupe d'aide d'information sur le harcèlement au travail, qu'est-ce que c'est comme organisme? Alors, le groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail, c'est un organisme communautaire qui a été fondé dans les années 80, donc il y a bientôt 35 ans, qui a été fondé en fait pour venir en aide aux femmes qui vivaient des situations de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail. Avec le changement législatif en 2004, l'entrée en vigueur du recours pour le harcèlement psychologique dans la loi sur les normes du travail, on reçoit aussi maintenant des demandes pour des dossiers de harcèlement psychologique. Donc, notre clientèle n'est plus seulement féminine, on a aussi des hommes qui font appel à nos services. Donc, le mandat de l'organisme, c'est de venir en aide aux victimes de harcèlement au travail. Et quels services vous offrez plus particulièrement? Alors, c'est d'informer et d'assister les personnes qui vivent ces situations-là. Alors, il y a le volet qui est l'aide directe aux victimes, qui est un service qui est complètement gratuit et confidentiel. Donc, les gens peuvent faire appel à vos services? Oui, les gens nous appellent, viennent nous rencontrer, dépendamment de la situation qu'ils vivent, à quelle étape du dossier ils sont rendus. On va leur donner de l'information, de l'accompagnement qu'ils ont besoin, que ce soit pour le dépôt d'une plainte, la rédaction d'une version des faits, un accompagnement en médiation quand ils vont aller rencontrer leur employeur, passer à travers l'enquête aussi administrative, trouver les témoins, contacter les témoins. Et finalement, ça peut aller jusqu'à l'audience devant la Commission des relations du travail ou la Commission des lésions professionnelles, entre autres. Est-ce que vous avez noté une problématique particulière en matière de harcèlement au travail là, dont sont victimes les travailleuses, plus particulièrement là, depuis quelques années ou quelques mois? En fait, dans les derniers mois, on a beaucoup parlé du harcèlement sexuel au travail. On en entendait peut-être moins parler dans les derniers temps. On parlait beaucoup du harcèlement psychologique. Le harcèlement sexuel est ressorti parce que il y a eu des gros dossiers, entre autres dans la politique, les députés. Au niveau des médias. Au niveau des médias. Donc, ça fait que les gens prennent conscience peut-être un peu de ce qu'ils vivent dans leur situation. Ça va peut-être les inciter à en parler, à dénoncer. Donc, à ce niveau-là, on voit une hausse des appels dans les derniers temps. Et vous allez aussi intervenir au niveau directement chez l'employeur pour lors des enquêtes? Absolument. La première étape, quand la personne est dans la situation de harcèlement qu'elle veut dénoncer, on va l'aider à mettre les bons mots sur la situation qu'elle vit, à exprimer son malaise, à dénoncer la situation à son employeur, aux ressources humaines ou à son syndicat. Si, après cette dénonciation, la situation de harcèlement persiste, on va aider la personne peut-être ou on va même écrire la lettre pour la personne. On va contacter l'employeur, le harceleur, les ressources humaines pour prendre un peu les devants, essayer de faire que les choses changent sans que la personne soit seule dans cette situation-là. Quels sont les indicateurs que la personne qui est au travail pourrait être plus sensibilisée pour vérifier si elle vit ou non du harcèlement psychologique ou du harcèlement sexuel? Alors, les indicateurs pour la personne, ça va être de peut-être prendre un peu de recul, essayer de voir dans le contexte. Parce que des fois, le harcèlement, ça peut être un événement anodin. On se dit, on va laisser passer, ça peut changer, c'est une mauvaise journée. On va regarder la répétition des conduites. On parle de conduites qui sont vexatoires, donc des comportements, des gestes, des paroles qui sont blessants pour la personne qui les subit. Quand la personne commence à ressentir un malaise, que son milieu de travail est rendu néfaste, c'est là que la personne peut commencer à se dire que peut-être elle vit du harcèlement au travail. Donc, vous lui permettez finalement de valider ou d'invalider ses perceptions.
Et lorsqu'ils sont finalement accompagnés avec vous au niveau de l'enquête, Oui. avant de déposer une plainte? Absolument. Idéalement, si les gens peuvent nous contacter quand ils sont encore dans le milieu de travail, quand ils se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, comment réagir, comment régler la situation, c'est plus facile pour nous d'intervenir, de maintenir l'emploi de la personne parce que c'est précieux, son emploi. Donc, on va essayer de régler la situation sans qu'elle ait à passer par le système judiciaire, que ça peut être très long et coûteux en énergie aussi. Donc, je comprends qu'il y a une mission préventive importante qui est apportée par votre organisme. Absolument, parce qu'il y a aussi l'autre volet, mis à part l'aide qu'on offre directement aux victimes, qui est gratuit, confidentiel, on a aussi le volet éducation, sensibilisation. Donc, on se rend dans les organismes communautaires pour sensibiliser les gens, leur apprendre c'est quoi le harcèlement, les informer qu'il existe des recours, c'est quoi leurs obligations, c'est quoi les obligations de leur employeur par rapport à ça. Et on se rend aussi dans les entreprises pour donner des sessions de formation. Comment mettre en place une politique pour contrer le harcèlement qui est claire, qui est efficace. Comment recevoir la personne qui vient dénoncer le harcèlement, comment en fait tenter de régler le problème à l'interne pour éviter autant à la personne qui vit la situation que pour l'employeur des démarches judiciaires qui vont être coûteuses et très longues. Donc, on comprend qu'il y a une problématique qui est présentement plus actuelle du fait que les gens sont plus sensibilisés à cause des événements récents. Oui. Mais est-ce que le contexte aussi là, des relations de travail amène les travailleuses à subir un peu plus de pression au niveau de l'emploi? Est-ce que vous avez constaté un changement au niveau là, des cultures d'entreprise? Ce qu'on voit, c'est que c'est la culture de la performance, de la concurrence. En période de récession ou d'austérité, aussi les gens ont plus de difficultés à rentrer sur le marché du travail. Donc, l'emploi est encore plus précieux. On ne peut pas se permettre de perdre notre emploi ou de démissionner parce qu'on vit une situation qui est difficile. Donc, les gens vont essayer de maintenir cet emploi-là et donc de dénoncer, de faire des plaintes, toujours dans le but simplement de travailler dans un milieu qui est sain et exempt de harcèlement. Merci. La loi sur les normes du travail prévoit des recours pour les travailleuses qui auraient été victimes de congédiements, de mesures discriminatoires, de représailles, de harcèlement au travail pour les motifs suivants. En vertu de l'article 122, il est interdit à un employeur ou un agent de congédier, de suspendre, de déplacer un salarié, d'exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute sanction à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit autre que visé à l'article 84.1 qui lui résulte de la présente loi ou d'un règlement, pour les raisons qu'une salariée est enceinte, dans le but d'éluder l'application de la présente loi ou d'un règlement, pour le motif que la salariée a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur, ou de l'un de ses grands-parents, bien qu'il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement cette obligation. En vertu de l'article 123, un salarié qui croit avoir été victime d'une pratique interdite en vertu de l'article 122 et qui désire faire valoir ses droits pourrait le faire auprès de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint. Au niveau du harcèlement psychologique, l'article 81.18, pour l'application de la présente loi, on entend par le harcèlement psychologique une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail néfaste. Rappelons qu'une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. Tout salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser par écrit une plainte à la commission. Une telle plainte peut aussi être adressée pour le compte d'un ou de plusieurs salariés qui y consentent par écrit par un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés. En vertu de l'article 123.7, toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique devra être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite. Pour aider la travailleuse à prendre conscience si elle est victime ou non d'harcèlement au travail, celle qui est au bureau, celle qui est à l'usine, quels sont les comportements qu'elle doit détecter ou qu'elle peut détecter comme étant
finalement dysfonctionnelle par rapport à un cadre normal des relations de travail? Alors, c'est ça. On parle d'une conduite qui est vexatoire, blessante, mais encore là, ce qui est blessant pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre. Donc, alors, toutes les questions de perception, d'interprétation rentrent en ligne de compte. On essaie de se placer dans la peau d'une personne raisonnable qui, placée dans les mêmes circonstances, se sentirait mal à l'aise, se sentirait dans un milieu de travail néfaste. Donc, souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est de parler, de ne pas rester isolé avec ça, que ce soit avec un collègue en qui on a confiance, un ami, la famille. Pour valider. Exactement, parce que des fois, quand on raconte ces choses-là, les gens vont réagir, vont dire « Mon Dieu, mais ça n'a pas de sens de vivre ça, ça sort du cadre normal d'un travail. » Ou inversement, la personne pourrait dire « Ah, mais c'est des choses qui arrivent, c'est peut-être du droit de gestion, c'est peut-être un conflit de personnalité, parce que oui, le harcèlement peut s'apparenter à certaines autres situations difficiles qu'on peut vivre au travail. » Comme les exigences de production, une augmentation du rendement. Alors, à partir de quel moment? Alors, on va d'abord distinguer le harcèlement du droit de gestion. Le droit du gestionnaire de choisir notre horaire, nos tâches, de nous sanctionner, de nous évaluer. Donc, ce n'est pas toujours des choses qui sont agréables, mais c'est des choses qui font partie du travail. Et c'est dans la mesure où ce droit de gestion est fait avec de manière abusive, en fait, que là, on pourrait rentrer dans une situation de harcèlement. Un patron qui va crier, qui va insulter, qui va humilier la personne devant des collègues ou des clients, même si c'est par rapport au travail, c'est des critiques sur la manière dont le travail est fait, ça peut devenir blessant, vexatoire et donc du harcèlement. Et ça arrive souvent de façon insidieuse. C'est pas nécessairement... on tolère un comportement qui, tranquillement, devient de plus en plus agressant. Absolument. Un des premiers réflexes, c'est d'ignorer le problème, de laisser passer, de se dire « Ah, ben c'est mon patron, demain, ça va aller mieux. » En fait, ce qu'on remarque, c'est que le fait d'ignorer le problème ne va pas le faire cesser. Donc, c'est important de réagir, de bien réagir, de dire non, d'exprimer notre malaise, d'en parler, que ce soit, si on ne peut pas parler directement à la personne qui cause problème, en parler à son supérieur aux ressources humaines. Comment on réagit pour pas que, finalement, ça soit interprété comme étant de l'insubordination? Oui. C'est un bon point. On dit toujours à nos clients de faire attention parce qu'à un moment donné, on a tous un seuil de tolérance. Quand on a un trop-plein, il y a toujours le risque qu'on explose. Et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on ne veut pas se porter préjudice. Si on répond à notre patron et qu'on l'insulte à notre tour, on ne pourra pas prétexter qu'on vit du harcèlement psychologique parce qu'en quelque part, on a alimenté le problème. Pas que c'est pas compréhensible compte tenu du contexte quand quelqu'un vit tellement d'abus qu'elle réagit, c'est compréhensible. Par contre, si on veut entamer des démarches, dénoncer le harcèlement, il faut s'assurer qu'on ne se porte pas nous-mêmes préjudice. Maintenant, on a des gens qui ont un degré de tolérance peut-être un peu plus grand, puis ils vont dire, ils vont s'accrocher, ils vont dire non, je reste là au détriment de leur santé. Oui. Donc, à quel moment on pourrait leur dire, bien, appelez peut-être avant que votre santé se détériore pour valider et aussi peut-être avoir un support, parce que j'ai compris que votre organisme offre aussi un support, pas juste légal, mais un support d'accompagnement. Oui, un support moral. On va donner des conseils sur comment agir dans ce milieu de travail-là, comment s'en sortir, en fait. On va dire simplement aux gens qu'en fait, oui, on leur recommande de nous contacter avant de tomber en arrêt maladie parce qu'une grande majorité de notre clientèle nous appelle. Ils sont déjà depuis quelques mois en arrêt de travail, sans revenus. Ils ont, comme vous dites, ils ont encaissé. Puis à un moment donné, c'est le médecin qui dit, regardez, ça n'a plus de sens, là, on vous met en arrêt de travail. Donc oui, c'est encore mieux si les gens peuvent nous contacter avant d'en arriver là pour qu'on essaye justement de régler la situation avant que la santé soit affectée. Et pourtant, une des solutions que la loi des normes du travail en matière de harcèlement psychologique voulait éviter, c'est justement de ne pas attendre qu'on soit devant une maladie professionnelle ou un accident de travail ou bénéficiaire finalement d'indemnité en arrêt de travail et de pouvoir travailler davantage en amont pour essayer d'éliminer à sa source le harcèlement psychologique au travail. Est-ce que vous donnez aussi de la sensibilisation auprès des personnes qui penseraient vivre du harcèlement au travail et des séances d'information pour finalement qu'ils viennent discuter et vérifier pour voir s'ils sont dans une situation de harcèlement psychologique? On va discuter directement avec eux, mais on va aussi leur offrir les activités, les services de café-rencontre où les personnes viennent se rencontrer à nos bureaux et vont parler de leur vécu, où ils en sont dans leur milieu de travail ou dans les procédures. Et ça leur permet de sortir de l'isolement et de prendre un peu espoir, de voir que telle personne a vécu des choses similaires aux miennes et je vois qu'elle s'en sort et tout. Donc, et maintenant, dans votre expérience, quel est l'accueil
que l'organisme gouvernemental, la Commission des normes du travail, fait aux plaintes, à la gestion des plaintes, À la gestion des plaintes. au niveau des enquêtes? En fait, je veux d'abord dire que les gens sont quand même satisfaits qu'il existe des recours et des lois. Ils sont de plus en plus au courant de ça. Donc, ça procure un sentiment quand même de protection et de confiance dans le système. Maintenant, c'est sûr que quand on se présente à une instance pour déposer une plainte, on se rend vite compte qu'on est seul face à l'inconnu. Donc, pour le formulaire de plainte, pour l'enquête, il faut se débrouiller sans avoir les connaissances juridiques là, qui entourent toutes ces procédures-là. Donc, c'est pas toujours facile et ils ont besoin beaucoup de support et d'informations pour avoir le courage de continuer. Et votre continuer. expérience d'intervention auprès de l'organisme de la Commission des normes du travail, est-ce que vous allez aussi accompagner durant l'enquête administrative? Absolument. Quand l'enquêteur va rencontrer notre cliente, on va aller s'asseoir avec eux et on va être avec elle comme support moral, aussi pour prendre toute l'information de précision que la Commission des normes du travail va prendre. Si on peut aider à monter le dossier, dans le fond, à soumettre des preuves que la Commission n'a pas déjà, des courriels, des textos, des enregistrements, si on peut essayer de contacter les témoins, retrouver leurs coordonnées, voir s'ils se souviennent d'événements, on va faire tout ce qui est en notre possible. Puis au niveau de l'accueil et de l'accompagnement qu'offre la Commission des normes du travail maintenant, est-ce qu'au niveau de l'enquête, on a beaucoup de résultats ou la plupart du temps, les dossiers doivent être judiciarisés au niveau de la Commission des relations de travail? Bien, ce qui se passe, c'est qu'à l'issue de l'enquête, si l'enquête est positive, que la Commission estime qu'il y a possiblement du harcèlement dans ce dossier, ils vont offrir les services d'un avocat gratuitement de la Commission des normes du travail pour représenter la personne à la Commission des relations du travail. Une entente hors cours, des négociations sont encore possibles à ce stade-là des procédures. Par contre, rendu à ce stade-là, on est quand même près de l'audience. Donc, idéalement, on aimerait régler les dossiers avant les enquêtes. Est-ce que vous représentez les travailleuses? Oui, on peut offrir le service de représentation selon le cas, le dossier, les besoins de la personne. Est-ce qu'au niveau maintenant des décisions qui sont rendues par la Commission des normes du travail d'accueil des plaintes, au niveau de proportionnel par rapport au dépôt des plaintes, est-ce que votre organisme tient des statistiques ou votre expérience par rapport à l'accueil ou des plaintes que vous avez portées? Souvent, c'est recevable. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous voir, qui disent, voilà, j'ai fait une plainte, c'est pas recevable. Ils disent que c'est un conflit de personnalité, par exemple, et non du harcèlement. Ce qu'on se rend compte, c'est que la personne, elle a dû déposer sa plainte seule, elle n'a pas eu d'aide, personne lui a expliqué c'est quoi une version des faits, c'est quoi le harcèlement, sur quoi il faut mettre l'emphase dans la version des faits. Ce qui fait que, dans le fond, la version des faits a été faite de manière plus ou moins appropriée. Donc, la CNT, la Commission des normes du travail, face à ça, va refuser la plainte. Mais si quelqu'un s'était assis avec la personne, avait posé les bonnes questions, ils auraient peut-être parfois pu faire ressortir les éléments de harcèlement. Donc, la plainte aurait dû être recevable. Et c'est ça qu'on se rend compte souvent, c'est que les gens n'ont pas l'information nécessaire au début pour bien entamer leur procédure. Donc, c'est un service qu'on essaye d'offrir aussi. Donc, vous avez constaté qu'au moment où la plainte est bien montée, le dossier est bien monté, l'enquête et l'accompagnement est bien structuré, l'accueil de la plainte a plus de chances d'être accueilli. Absolument. L'autre question que je me posais, c'est quelles sont les questions que les travailleuses vous posent le plus souvent comme comportement d'harcèlement psychologique? Est-ce que c'est la surcharge de travail? Est-ce que c'est l'attitude du patron? Est-ce que c'est... quelle est la manœuvre vexatoire, les menaces? Quel est, selon vous, au niveau de la culture, dans votre expérience d'organisme, du comportement le plus récurrent? En fait, je vois de tout dans les dossiers. Ça peut parfois paraître assez anodin, mais quand on met tout on met tout ça dans un ensemble, on voit que c'est un caractère quand même relativement traumatisant, échelonné sur toute la période de temps où ça a été. D'autres fois, on voit quelques événements, 2 ou 3 événements, mais qui sont suffisamment graves pour pouvoir constituer du harcèlement. Donc, on voit beaucoup des humiliations publiques des patrons ou des collègues qui vont émettre des commentaires, des propos qui sont dénigrants, mais devant des clients ou des collègues. L'isolement aussi. Donc, finalement, il faut retenir surtout que ça peut être une série de petits événements. Il faut donc documenter, monitorer, si vous voulez me permettre l'expression, surveiller et valider
chaque comportement qu'on trouve dysfonctionnel ou qui est inapproprié pour s'assurer finalement que la définition d'harcèlement psychologique prévue par la loi soit bien définie dans le dépôt de notre plainte. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors, je pense qu'il y a peut-être deux questions importantes que les travailleuses ou les travailleurs qui sont victimes de harcèlement devraient se poser ou se posent déjà. C'est que j'ai combien de temps pour déposer ma plainte et à partir de quand je commence à prendre en note et à monter mon dossier, puis quels sont les premiers gestes, là, la séquence des interventions que je dois faire? Alors, très important à savoir que le délai pour déposer une plainte de harcèlement psychologique à la Commission des normes du travail est de 90 jours après la dernière manifestation de harcèlement. Alors, 90 jours, 3 mois, ça peut être très court quand on est affecté, quand on est en arrêt de travail. Donc, première chose à savoir. Une autre des questions qui revient souvent de notre clientèle, à quel moment est-ce que je peux faire une plainte à la Commission des normes du travail? Et ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que c'est très important que l'employeur soit mis au courant de la situation avant d'entreprendre des démarches à l'externe. On ne peut pas reprocher, poursuivre un employeur d'avoir fait défaut de nous protéger contre le harcèlement s'il n'a pas été au courant au préalable. Donc, même si on a informé les ressources humaines, un collègue, notre supérieur, il faut s'assurer que le gestionnaire de l'entreprise, l'employeur, est informé de la situation et qu'après qu'il en ait été informé, la situation a continué. C'est à ce moment-là qu'on va estimer que l'employeur a fait défaut de remplir ses obligations et qu'on va pouvoir, en fait, entreprendre des démarches à l'externe. Ensuite, c'est sûr que quand vient le temps de faire des plaintes à l'externe, le document qui va être demandé par toutes les instances, c'est une version des faits. Donc, il va falloir que les gens se remémorent ce qu'ils ont vécu, qu'ils essayent de se souvenir le plus possible des dates, des mots qui ont été prononcés et de mettre ça par écrit chronologiquement. Certaines personnes, à partir du moment où ils commencent à sentir un malaise dans leur milieu du travail, qu'ils voient qu'ils subissent des comportements qui sont répétés, commencent à prendre des notes, juste des petites notes, une date, une insulte. Maintenant, je dois comprendre que la travailleuse ou le travailleur doivent aviser l'employeur, alors que si c'est le harceleur, alors comment vaincre sa peur? Alors oui, ça peut arriver souvent dans les petites entreprises que le harceleur est directement notre employeur. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il faut que l'employeur soit au courant de la situation et que la situation continue. Donc, si c'est l'employeur qui fait le harcèlement, on peut prétendre qu'il est au courant des gestes qu'il pose. Donc, c'est comme une exception à la règle de dénonciation, en fait. Idéalement, si on peut au moins laisser une trace écrite, que ça soit directement à l'employeur ou aux ressources humaines, un courriel disant « Voici le malaise qui se passe dans mon travail, la situation difficile que je vis », ça va être suffisant pour entamer des démarches à l'externe. L'employeur est au courant des gestes qu'il pose envers ses employés. Et bien entendu, un autre élément important pour vaincre sa peur, c'est que vous n'êtes pas seul. Il existe le groupe d'accompagnement, il existe des gens qui sont dans le milieu de travail, dans votre entourage, qui vont vous aider et vous accompagner durant toute cette démarche. Dans le contexte économique actuel, les employeurs peuvent devoir procéder à des licenciements afin de répondre aux exigences de rentabilité économique. Dans certains cas, il y aura lieu de procéder à des mises à pied de salariés, des abolitions de postes et à une restructuration interne de l'entreprise pour assurer la survie de l'entreprise aux prises avec des difficultés économiques afin de passer à travers la crise économique actuelle. Cependant, tout employeur qui désire procéder au licenciement économique individuel ou collectif devra le faire en respectant les dispositions de la Loi sur les normes du travail et du Code civil du Québec. En vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail, il est interdit à un employeur de congédier un salarié bénéficiant 2 ans ou plus de services continus en l'absence d'une cause juste et suffisante. En vertu de l'article 2094 du Code civil du Québec, l'employeur ne peut pas résilier unilatéralement le contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans motif sérieux. Cependant, l'employeur pourra donner un délai congé raisonnable en vertu de l'article 2091 du Code civil du Québec pour licenciement pour motif économique, sauf dans le cas d'abus de droit. Lorsque le licenciement économique du salarié survient à la suite d'une abolition de poste ou pour raison économique, la Commission des relations de travail pourra décliner juridiction. Cependant, lorsque l'employeur procède à une telle abolition de poste ou licenciement à la suite d'une restructuration,
Il aura approuvé à la Commission des relations du travail le contexte économique de l'entreprise qui l'ont conduit au licenciement du salarié. Aussi, la vente de l'entreprise ne constitue pas en soi une cause de rupture du lien d'emploi. Si le vendeur fait usage de son droit de résilier le contrat, il devra verser au salarié les indemnités auxquelles il a droit. L'acquéreur d'une entreprise devra démontrer une cause juste et suffisante pour ne pas réembaucher un salarié licencié par l'employeur qui lui a vendu l'entreprise. Le fait de ne pas réembaucher un salarié pourrait équivaloir à un congédiement sans cause juste suffisante en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail, en considérant l'article 97 de la Loi sur les normes du travail qui interdit de congédier quelqu'un à cause d'une vente d'entreprise. Si vous avez des commentaires ou des questions liées aux problématiques de licenciement économique ou de vente d'entreprise, vous pouvez nous adresser vos questions ou commentaires à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Vous venez d'assister à une autre émission de Justice citoyenne qui portait sur le droit des travailleuses dans le cas de discrimination, intimidation et de harcèlement au travail. Nous vous invitons à participer à l'émission la semaine prochaine qui traitera de licenciement économique et de vente d'entreprise et de respect des droits des travailleurs. Justice citoyenne est une émission qui nous concerne tous. Nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine. Nous y serons.